Jacqueline Risset est une grande spécialiste de la littérature italienne. Elle connaît le parcours littéraire de l'Italie, mais en même temps, elle a vécu une sorte d'engouement pour l'Italie en elle-même, pour la vie à l'italienne. Elle vit à Rome depuis plusieurs années, et en même temps est la représentante la plus prestigieuse de l'intérêt français pour la culture italienne, notamment littéraire. Donc, comment est né cet amour pour la culture et pour la vie italienne? Ben, je crois, si je me rappelle bien, que dès l'enfance, j'avais une espèce de passion pour l'Italie, en particulier pour Florence. Et mes parents me parlaient souvent de cette ville, et je me rappelle avoir consacré une espèce de dossier dans les écoles nouvelles qu'on faisait à ce moment-là à la ville de Florence. Et mon désir était vraiment de la connaître. Et en plus, quand j'ai grandi un peu, j'oubliais cet engouement enfantin, mais j'ai commencé à voir l'art italien, la peinture italienne, et à m'intéresser à la Renaissance italienne. Ça a été le premier vrai choc culturel, disons. Et puis, en même temps, petit à petit, je me rapprochais aussi de l'Italie contemporaine, et j'avais l'impression que l'Italie était un pays absolument à connaître et à étudier, parce que je le voyais un peu comme un laboratoire de ce qui se passait dans le monde, c'est-à-dire des choses qui étaient plus visibles en Italie qu'en France. Par exemple, en France, beaucoup de Français étaient comme moi, très intéressés par le Parti communiste italien. Il faut se rappeler que le Parti communiste français était stalinien et très fixé complètement sur l'Union soviétique. Alors que le Parti italien avait une curiosité intellectuelle totale, il avait une plus grande culture, il y avait Gramsci. Gramsci a été un des premiers écrivains que j'ai lu en arrivant en Italie. Et j'ai été absolument surprise et pleine d'admiration pour les lettres de la prison, qui était pour moi une espèce de témoignage d'humanité, vraiment aussi loin qu'il était possible du Parti communiste français. Et puis, tout ce qui se passait me semblait vraiment intéressant, aussi dans l'art, dans la littérature, etc. J'étais un peu partagée, disons, entre les deux. Disons que le Parti communiste italien n'était pas aussi ouvriériste que le Parti français. C'était un parti où les intellectuels jouaient un rôle dominant. Oui, d'ailleurs, les intellectuels italiens, lorsqu'ils parlaient du Parti communiste français, ils disaient « c'est un parti passoire », parce que les gens faisaient, je veux dire, les intellectuels qui s'intéressaient très fortement au mouvement de gauche, entraient dans le Parti communiste français et en sortaient immédiatement, c'est-à-dire comme lorsqu'on fait une passoire pour laver les légumes en fait. Et donc les intellectuels entraient au Parti communiste, mais ils en sortaient aussitôt. Et donc ce n'était pas une chose passionnante. Et il y avait aussi d'autres choses, toutes sortes d'autres choses qui me semblaient intéressantes. Mais pour moi, le grand moment qui a été fondateur, c'était aussi la découverte de Dante. Parce que quand j'ai commencé à étudier la littérature italienne, celui qui m'intéressait le plus, qui me paraissait le plus moderne des anciens poètes, c'était Pétrarque. Pétrarque, j'avais l'impression qu'on le sentait respirer presque, tellement il était proche, alors que Dante, je le voyais vraiment défendu par toute cette forteresse des dentistes, enfin des dentologues, si on dit dentiste en français, c'est un autre métier, oui. Mais on avait l'impression qu'on n'avait pas le droit de l'approcher, avec toutes ces gigantesques notes, et qu'il était défendu par les philologues qui seuls avaient le droit de le regarder de tout près. Et ça a changé, cette idée a changé pour moi, lorsque apparut en Italie
l'édition de Giorgio Petrocchi, que je connaissais bien, qui était le président de ma faculté, et qui, lui, a fait une édition basée sur les plus anciens manuscrits. On sait que de Dante, il n'y a pas un seul manuscrit, il n'y a même pas un mot écrit de sa main. Mais il y a quand même une quantité de manuscrits où chaque copiste a fait des variations. Et depuis, les variations se sont accumulées à travers les siècles. Et finalement, cette œuvre qu'a fait Petrocchi de nettoyage, enfin de report un peu à l'original et à la langue médiévale, a été très important parce que c'était quelquefois des choses très petites, mais qui redonnaient à la langue de Dante sa véritable âpreté, sa véritable densité. Et là, j'ai senti que c'était un écrivain finalement moderne, que c'était un écrivain qu'il fallait connaître parce qu'il touche vraiment une sensibilité actuelle et que je trouvais ça un peu dommage très dommage que mes compatriotes n'aient pas cette expérience. Parce que Dante était nettement moins connu en France qu'en Allemagne ou en Angleterre. Que dans tous les le grand mérite de Jacqueline Rissé consiste à nous avoir fourni une traduction contemporaine de référence. Donc, elle a fait connaître davantage, elle a joué un rôle décisif. C'est vraiment le cas de le dire, pour faire connaître aux Français le génie de Dante. Ce que j'ai vu quand je me suis approchée de Dante en français, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de traductions, mais que ces traductions étaient poussiéreuses. En fait, elles avaient quelque chose, elles essayaient de recréer une espèce d'archaïsme, de côté médiéval, et ça n'allait pas du tout, parce que si on pense à la langue de Dante, ça n'est pas du tout comme l'histoire de la langue française, où il y a eu une série de changements, même de révolutions. Et alors la langue médiévale française est absolument incompréhensible aux jeunes Français. Alors que nel mezzo del cammin di nostra vita, ce sont des mots d'aujourd'hui. Et mes amis français avaient du mal. Ils me disaient, mais tu as fait une traduction, enfin, tu es parti d'une traduction moderne de Dante. Je dis non, c'est Dante qui est moderne. Et donc, en fait, pour moi, ça a été une expérience passionnante, parce que vraiment, vivre tout près d'un auteur comme on fait quand on a une traduction, c'est quelque chose de passionnant si cet auteur est un grand auteur. Et là, c'est un très très grand. Donc c'était absolument une aventure très belle pour moi. Voilà, je tiens à souligner encore une fois, Jacqueline Rissé est la traductrice contemporaine qui a rédigé la traduction de la Divine Comédie qui fait référence aujourd'hui, enfin, donc elle a joué vraiment un rôle fondamental. Mais ses intérêts ne se limitent pas à Dante, elle s'est occupée d'autres grands auteurs italiens. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup de grands auteurs italiens. Moi, celui qui me paraît le plus grand en Italie, dans l'Italie du XXe siècle, c'est Gadda. Et alors j'ai écrit sur Gadda, j'ai pas écrit de livre, mais des articles, et parce que, je veux dire, j'ai aussi fasciné par cette langue de Gadda et par cette approche extraordinairement profonde qu'il a de la psychologie humaine, et pas seulement italienne, mais aussi ses réflexions sur la langue, sur la mort, sur les limites de l'expérience humaine, sur le fascisme. Il a écrit un texte, Eros et Priape, qui est terrible sur le fascisme, et c'est un très grand. Et dans les grands poètes d'aujourd'hui, pour moi, le plus grand, c'est Andrea Zanzotto, qui a inventé une langue magnifique, et en se servant des dialectes, mais en ne faisant pas du dialecte. Il a une souveraineté dans son approche de la poésie qui fait qu'il invente sans cesse. Il est mort malheureusement il y a peu de temps, et on le regrette, parce qu'il avait une invention, une intelligence de tout, disons, de la société. Il avait aussi, par exemple, une expérience psychanalytique
et une approche psychanalytique qu'avaient peu d'écrivains, peu de poètes italiens. Et puis il avait aussi cette espèce de grand rapport avec Fellini, qui pour moi est un exemple de génie italien comme il y en a que Jacqueline Risset a très bien connu, et elle a même consacré une préface fort intéressante au scénario d'un film de Fellini qui s'intitulait L'Intervista. Oui, ah oui, c'était un film que j'ai vu faire en fait ensemble et qui m'a beaucoup touchée, disons, parce que Fellini, même dans les dernières années, on en parle moins, on connaît moins ce film, mais c'est aussi d'une richesse. Je crois que Fellini n'a pas encore connu la notoriété qu'il mérite. Il est connu mondialement et par on pourrait dire presque tous les grands cinéastes au monde, mais à mon avis, il était encore plus grand que ses films. C'était, quand on le connaissait, quelqu'un, je crois que c'est de toutes les personnes que j'ai rencontrées, celui qui m'a donné le plus l'impression du génie. Parce qu'il avait une force intérieure qui l'amenait à avoir une espèce d'explosion, à être lui-même une espèce d'explosion, de feu d'artifice absolument. De créativité. De créativité, exactement. Et ça, je veux dire, c'est une chose tout à fait merveilleuse. J'ai écrit un livre sur lui en français qui était sur son premier film, enfin le Cieco Bianco, le chèque blanc, et je l'ai repris avec d'autres écrits. Avec Alberto Sordi, oui. Et alors c'est là où on voit comment Fellini a une approche extraordinaire qu'ont très peu de metteurs en scène, très peu de cinéastes et aussi de littéraires, c'est-à-dire la capacité de mettre dans une seule image à la fois une sorte d'exaltation lyrique et de dérision ironique. Quand on voit par exemple dans le chèque blanc l'apparition de ce chèque blanc tout en haut sur une balançoire parmi les palmiers et tout d'un coup on voit aussi les grosses petites jambes de Alberto Sordi, sa voix avec l'accent romain, et on passe de l'un à l'autre en un instant. Et ça, c'est Fellini qui est capable de créer ces sortes de court-circuits dans la perception même qu'on a du monde, en fait. Et pour moi, c'est une très belle expérience de travailler un peu près de lui, disons. Oui, cette capacité de mélanger le sublime avec le ton très bas. Oui, aussi, comique et ironique et dérisoire. Oui, c'est quelque chose qu'il avait dans la vie même, et donc c'était absolument passionnant de le voir. Oui, mais là on est passé de Dante directement jusqu'à Gadda et Fellini. Oui. Mais entre ces... il y en a un très grand pour moi. Il y a eu quelque chose entre ces deux périodes. Et d'abord Leopardi, parce que j'ai fait mon étude, ma thèse en France sur Leopardi. Et Leopardi pour moi est pas seulement un poète d'ailleurs, mais lui aussi un écrivain génial. Et, je veux dire, et on n'a pas mesuré encore non plus tout à fait, parce que on connaît surtout les canti, qui sont très beaux, qui sont extraordinaires, mais il a aussi une capacité de réflexion dans tous les domaines. Quand on a publié le Di Baldone, qui sont le recueil énorme le journal. Oui, et qui sont des réflexions extraordinairement profondes. Il y a même des choses qui ne sont pas uniquement des réflexions littéraires ou philosophiques ou philologiques, mais par exemple des descriptions qui, moi, me font tout à fait penser. Par exemple, il décrit un paysage vu de sa fenêtre à un certain moment, et ça ressemble énormément à certaines descriptions de Kafka. Je veux dire, avec ce côté visuel et cette espèce de réflexion un peu... Est-ce que Kafka avait lu Leopardi? Je ne crois pas, parce que, enfin, je n'ai jamais vu qu'il en parle. Et Leopardi n'a pas été connu à l'étranger, je ne sais pas en Allemagne, mais il ne me semble pas qu'il soit jamais nommé chez Kafka. C'est-à-dire à l'époque de Kafka, Leopardi n'avait pas encore été traduit en allemand?
Ça, je ne sais pas. Je ne le sais pas, mais en France, il n'avait pas été traduit. Enfin, il y a eu 2 ou 3 poèmes. Et c'est simplement un grand poète d'aujourd'hui, comme Yves Bonnefoy, qui s'est mis à traduire. S'est penché de manière sérieuse. Oui, de tout près. Oui. Voilà. Et Machiavelli aussi est l'un des grands sujets de Jacqueline Ruffier. Oui, ça c'est plus récent parce que c'était, et je n'y pensais pas, enfin moi j'avais lu Machiavel dans mes études et j'étais très intéressée par à la fois sa pensée politique et son écriture théâtrale. Parce que c'est un grand écrivain, Machiavel, il faut dire ça. Et alors un jour, à la fin en 1998 à peu près, est venue une jeune metteur en scène parisienne me voir et me dire qu'elle voulait faire une représentation du prince. Et elle me dit, je voudrais que vous traduisiez en français Le Prince. Il y avait une bonne traduction universitaire, disons, du Prince, très sérieuse, très annotée, etc. Mais pour le théâtre, elle voulait autre chose. Et moi, je ne voulais pas faire une adaptation, je voulais traduire littéralement le texte. Et je me suis aperçue que c'était ce qu'il y avait de plus simple à la fois et de plus beau. Enfin, c'était simple, difficile, mais c'était direct. Et le langage de Machiavel dans Le Prince est quelque chose de magnifique. C'est un langage de grand écrivain et qui a en même temps cette force immédiate du théâtre. C'est-à-dire, même si on ne savait pas que Machiavel a fait des œuvres théâtrales, on le percevrait dans son écriture du Prince. Et qu'il a écrit d'ailleurs de façon très, très rapide, avec une espèce de allegro furioso, on pourrait dire, qu'il manifeste dans son écriture. Et il a fait ça, et c'était un moment pour lui très intéressant, parce que c'était un moment où il reprenait confiance dans Florence, parce qu'il y avait eu ce moment dans lequel Florence avait perdu complètement son essor, qu'elle avait aussi avec les Médicis, mais à la fin il y avait aussi des Médicis qui n'étaient pas vraiment le maximum de la démocratie, disons. Et Machiavel a été en prison, emprisonné, et il a été libéré finalement, et à ce moment-là il a écrit Le Prince. Et il y a une chose qu'ils avaient représentée aussi, moi ça m'a fait plaisir, dans cette représentation qui a été jouée au Théâtre des Amandiers à Nanterre pendant un mois, avec 400 personnes tous les jours. Et ça, c'est une qualité aussi que j'aime du public français, plus que du public italien. C'est-à-dire que le public français est capable d'une attention extraordinairement soutenue quand on entrait dans cette salle. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'entrer dans la salle pendant la représentation, donc dans le noir total, le public était dans le noir. J'avais l'impression qu'il y avait très peu de monde parce qu'on n'entendait pas un souffle. Et ils ont ouvert les lumières et il y avait 400 personnes, le théâtre était plein. C'est-à-dire que les gens retenaient leur souffle pour suivre. Et alors le parti pris, disons, de cette metteur en scène, c'était de faire jouer 4 ou 5, disons, acteurs. Ils jouaient l'une, disons, la guerre, l'autre la fortune, le troisième c'était la vertu, et le quatrième le prince et Machiavel. Et c'était magnifique, on suivait très bien, on comprenait le dialogue, la dialectique entre toutes les positions, et c'était vraiment passionnant. C'est vrai que le public français est capable de cette concentration sur certains sujets, et en même temps, il faut dire que Machiavel fait partie de ces Italiens qui sont capables d'inventer quelque chose. Parce que, mais oui, on peut bien le dire, parce que pour nous aujourd'hui, c'est évident que la politique et la morale sont 2 choses différentes, mais c'est lui qui a vraiment donné une autonomie et en même temps on l'a aussi... la politique. Tout à fait, mais on l'a en même temps figé aussi dans un rôle qui est machiavélien, etc. Lui était tout à fait différent, c'était pas du tout
tout, et c'était quelqu'un, et même il se considérait comme un disciple de Dante. Ça paraît curieux, mais si on prend le livre de Dante qui s'appelle La Monarchie, le De Monarchia, où Dante fait ce souhait, disons, utopique, mais que la terre soit commandée par un empereur et un pape, c'est-à-dire le pouvoir politique, disons, et le pouvoir spirituel, le temporel et le spirituel complètement séparés. Et ça, c'est une acquisition formidable des temps modernes. Et il en faudrait bien un aussi, il faudrait un Machiavel maintenant qui soit capable enfin un Dante même, disons, qui serait capable de réinsérer, parce que ce qui ne fonctionne pas dans les régimes que nous connaissons, je veux dire, tout à fait d'accord. C'est le mélange inextricable et la confusion entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Donc, Jacqueline Rissé a consacré une partie importante de ses études à la culture italienne, mais elle a aussi plein d'autres intérêts. Elle est écrivain, poétesse, enfin, et elle vient de sortir un livre qui ne concerne pas du tout l'Italie, qui s'intitule Les instants, les éclairs, publié par Gallimard. Et donc, un livre, elle est à Paris actuellement, justement pour présenter, pour faire connaître, pour mieux faire connaître ce livre au public français. Oui, quelques mots sur Les instants, les éclairs. Les instants, les éclairs, c'est un livre sur les instants. Et en fait, c'est une espèce de, pour moi, de thème favori, disons. Les instants, c'est-à-dire les moments qui s'arrachent à la trame de la continuité vécue. C'est-à-dire qui tout d'un coup vous déplace et vous avez une espèce de vision, où vous avez un choc, vous avez un coup de foudre, vous avez aussi une vision d'un rêve qui vous apparaît. Et ces instants, disons, qui sont hors de la trame, et ils sont quelque chose qui vous donne l'idée que votre vie a un sens. C'est-à-dire qu'on vit pour quelque chose, pour percevoir ce qui va au-delà d'une continuité, d'une habitude, etc. Alors ça ne regarde pas l'Italie en effet, mais dans la première page il est juste question de Sienne. De Sienne, c'est l'idée que c'est une espèce de vision enfantine, disons. Je vois, quand j'avais 5 ans, une petite bicyclette qui s'avance, mais je ne vois plus ce qu'il y a, c'est le petit cycliste qui était sur cette bicyclette, et je dis, ça fait un peu l'effet qu'on a certaines années à Sienne, lorsque au Palio, le cheval arrive tout seul. Et donc, vous voyez que même quand j'écris des choses qui n'ont rien à voir, l'Italie est toujours présente pour moi. Présente. Grazie Jacqueline Rissé. Grazie a voi, grazie.